Parmi les personnes que tu accompagnes en tant que psychologue, quels sont les blocages que tu retrouves souvent chez ces personnes-là, hommes comme femmes? Le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, les blessures intérieures, les traumatismes que certaines personnes traînent depuis leur enfance. Il y a la peur de l'échec, vraiment le regard des autres. Aujourd'hui, dans notre pays, la santé mentale est quelque chose de très négligé. Pour certains, c'est un sujet tabou. Ils ont peur d'en parler parce qu'ils se disent, si je parle de ce que je ressens, est-ce qu'on va pas me juger? De la différence qu'il y a entre avoir confiance en soi et développer une estime de soi. Il est d'abord très important de savoir qui on est, de découvrir son identité. Lorsque vous connaissez qui vous êtes, vous avez la capacité de vous évaluer vous-même. Et c'est ça qui détermine la confiance que vous avez en votre propre personne et l'estime que vous avez de votre propre personne. La confiance, c'est cette capacité d'être sûr que malgré les décisions que nous sommes amenés à prendre, bonnes ou mauvaises, nous n'avons pas peur du regard face à une situation donnée. Cette assurance que nous ressentons face à une situation, c'est ce qui détermine la confiance que nous avons de nous-mêmes. On considère en psychologie que quand une personne commence à avoir des envies suicidaires, le suivi ne revient plus au psychologue parce qu'il a vraiment atteint un autre stade de cette pathologie. En fait, ouais. Effectivement. Généralement, les gens, quand ils atteignent ce stade-là, ils ne reconnaissent même pas. Ils veulent rien savoir. Ils n'acceptent pas qu'ils ont mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire du mal. Les parents, aujourd'hui, ils sont très négligents, ils ne sont pas très regardants, malheureusement. Je ne peux pas me permettre, aujourd'hui, de remarquer 2 jours, ma fille, avec un changement de comportement et rester tranquille. Tout de suite, je dois me poser la question, je dois me rapprocher de l'enfant pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est à l'école, à la maison? Est-ce que c'est avec un proche, etc. Je pose toutes les questions nécessaires qui vont mettre déjà l'enfant en confiance, qui vont lui permettre d'avoir une ouverture, de se confier tranquillement. Aujourd'hui, avec ta casquette de psychologue, quelle est la démarche que ces parents doivent mener pour arriver à tirer les vers du nez auprès de leur enfant? Alors moi, ce que je dirais aux parents aujourd'hui, c'est soyez les amis de vos enfants. Ne soyez pas des parents trop dictateurs, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue très vite avec l'Internet, l'environnement, les fréquentations. Tout à fait. Nos enfants sont très vulnérables à l'extérieur comme à l'intérieur de nos maisons. Parvenir à communiquer plus facilement avec les enfants, c'est de créer déjà des liens d'amitié. Prenez le temps d'observer, d'être très regardant avec vos enfants, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Identité et impact, le podcast qui révèle les parcours, les convictions et les décisions qui transforment des vies. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé dépasser leurs doutes, briser les plafonds de verre et construire une vie alignée avec leurs valeurs. Entrepreneurs, dirigeants, médecins, leaders, couple inspirant, manager, pasteur, expert, etc. Chacun partage son histoire avec authenticité. Ses réussites et également ses épreuves, ses échecs et les leçons qui ont façonné son parcours. Alors si toi aussi tu cherches à développer ton leadership, entreprendre avec sens, renforcer ton identité ou simplement devenir une meilleure version de toi, alors tu es au bon endroit. Ici, nous ne cherchons pas seulement des abonnés. Nous construisons une communauté de femmes et d'hommes qui choisissent de vivre avec identité, de diriger avec intégrité et d'impacter le monde avec courage. Bien sûr, si cette vision est aussi la tienne, alors bienvenue dans la communauté Identité et Impact. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne pas manquer un seul épisode et surtout partage ce podcast avec une personne qui a besoin d'entendre ce que nous disons ici. Mais encore, écris-nous en commentaire, quel est le plafond de verre que tu décides de briser
à partir d'aujourd'hui et à cet instant maintenant même. Tu le sais et je te rappelle, tout changement commence par une décision. Et cette décision pourrait être la tienne aujourd'hui. Je suis Lady Mélisandre Monteau et je te souhaite la bienvenue ou le bienvenu dans Identité et Impact. Certaines personnes réussissent dans leur carrière, d'autres réussissent à transformer des vies. Notre invité d'aujourd'hui s'efforce de faire les deux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une femme engagée, passionnée et profondément tournée vers l'humain. Épouse, mère de 2 enfants, entrepreneur, dirigeante d'entreprise et consultante en psychologie humaine. Tati Dora Tachas a fait de la compréhension de l'humain, de la résilience et de la transformation personnelle le fil conducteur de son parcours. Directrice associée de Ligue, elle accompagne des femmes et des hommes dans leur développement personnel et professionnel avec la conviction que toute transformation durable commence par une meilleure connaissance de soi. Elle est également auteure de l'ouvrage De l'ombre à la lumière, un titre évocateur qui traduit un message fort d'espoir, de reconstruction et de dépassement de soi. À travers son parcours, ses expériences et sa vision de la vie, elle nous invite à croire qu'il est toujours possible de se relever, de guérir et de devenir pleinement la personne que l'on est appelé à être. Bienvenue dans Identité et Impact, Lady Dora. C'est un immense plaisir pour moi de te recevoir. Merci, Lady Mélisandre. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors, avec une biographie aussi riche, comment est-ce que tu te définis toi-même, Dora, en tant que personne identitaire? Déjà, je suis mère de 2 enfants, donc je suis femme au foyer, épouse. Dans le milieu professionnel, j'évolue vraiment en autonomie, on va dire, parce que je suis entrepreneur. Oui. Je suis aussi consultante en psychologie parce que c'est un domaine dans lequel je suis très passionnée. La compréhension du comportement humain d'une personne, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Surtout le développement aussi de l'humain, c'est aussi quelque chose qui m'attire. Je vais éviter de dire que c'est presque une obsession parce que quand je suis en face d'une personne que je suis, j'ai comme l'impression de faire une étude approfondie de la nature en elle-même. Les émotions, le comportement, le langage corporel, etc. Vraiment, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et à côté de ça, j'accompagne aussi les femmes à aujourd'hui devenir des femmes d'impact parce que nous vivons vraiment dans une ère où les choses évoluent à une vitesse mais incroyable. Et malheureusement, ce n'est pas toute la jeune féminine qui suit. Je participe aussi à l'éducation de nos jeunes parce que moi, je suis pas vieille non plus, hein. Ben, c'est clair, ça se voit. Donc, c'est ce qui fait que, de mon côté entrepreneur et directrice associée de Ligue, qui est une société qui se développe dans le domaine de l'agriculture. J'accompagne les enfants à vraiment l'initiation de l'entrepreneuriat et puis à comprendre la terre, les plantes, ce que c'est que l'engrais 100% naturel, comment il faut l'utiliser, etc. pour que demain, qu'ils deviennent des jeunes très enrichis parce qu'aujourd'hui, nous mangeons tous les jours. Mais beaucoup ne font vraiment pas attention à d'où vient ce que nous mangeons. Est-ce que nous-mêmes, on peut produire ce que nous mangeons? Aujourd'hui, tout le monde mange des légumes, mais la majorité ne se demande même pas d'où ça vient. Dans ce côté entrepreneurial, par rapport à mon partenariat avec la société Ligue, nous pratiquons vraiment du 100% naturel. La vision de ce programme, c'est vraiment de pouvoir étendre sur toute la surface de notre pays et même à l'extérieur, pourquoi pas, des produits qui sont cultivés avec de l'engrais 100% naturel pour une meilleure alimentation. Ok, c'est très bien ce que tu dis. On va en revenir. Je voulais m'ancrer véritablement sur la partie psychologue. On en a parlé tout à l'heure dans les coulisses avant d'aborder le podcast. Je voulais savoir, parmi les personnes que tu accompagnes en tant que psychologue, quels sont les blocages que tu retrouves souvent chez ces personnes-là, hommes comme femmes? En thérapie, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, les blessures intérieures, les traumatismes que certaines personnes traînent depuis leur enfance. Il y a la peur de l'échec,
vraiment le regard des autres. Beaucoup de personnes se retrouvent coincées face à tous ces facteurs et ça les empêche d'être soi-même en public. Vraiment, ça fait des personnes très réservées. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, toi, ce que tu penses de la différence qu'il y a entre avoir confiance en soi et développer une estime de soi? Parce que des fois, les gens confondent. Ils se disent avoir confiance en soi, c'est de parler avec autorité, c'est de pouvoir être courageux, des fois se surpasser. Je voulais bien que tu expliques ça pour que notre communauté comprenne la différence qui existe entre les deux. Je crois que ce palier-là, il est sur 3 dimensions. Je m'explique. Avant la confiance en soi et l'estime de soi, il est d'abord très important de savoir qui on est, de découvrir son identité. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Lorsque vous connaissez qui vous êtes, vous avez la capacité de vous évaluer vous-même. Et c'est ça qui détermine la confiance que vous avez en votre propre personne et l'estime que vous avez de votre propre personne. C'est là où est la différence. L'estime de soi, c'est les valeurs que nous nous accordons à nous-mêmes, indépendamment des réussites et des échecs que nous rencontrons dans la vie. Ok. Donc, en dépit de ça, nous continuons quand même à nous dire j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce que j'ai pu, même si ça n'a pas donné, même si ça n'a pas été une réussite, je sais que prochainement je peux faire mieux que ça. Je vais utiliser cette opportunité. Je ne vais pas la considérer comme un échec, mais plutôt comme une école, comme une leçon. Et ça fait que ça diminue la culpabilité que vous pourriez avoir de votre propre personne. Et aux yeux des gens, vous êtes capable de vous assumer, de dire que je suis un être humain, je peux commettre des erreurs qui vont me permettre que je puisse apprendre bien sûr, mais j'ai aussi des valeurs. C'est ça l'estime de soi que chacun devrait avoir de sa propre personne. Donc de comprendre, en fait, s'il faut résumer ça, Oui. c'est de comprendre qu'on n'est pas défini par les erreurs qu'on commet. Effectivement, ni par les réussites. Ni par les réussites. Nous avons, oui. Et sur les erreurs, nous devons comprendre que ces erreurs ne sont pas des échecs, mais des leçons, des expériences que nous tirons. Justement. Voilà, des choix que nous avons faits. Voilà. Et maintenant, ce qui est de la confiance en soi, la confiance, c'est cette capacité d'être sûr que malgré les décisions que nous sommes amenés à prendre, bonnes ou mauvaises, nous n'avons pas peur du regard face à une situation donnée. Donc, cette assurance que nous ressentons face à une situation, c'est ce qui détermine la confiance que nous avons de nous-mêmes. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, devant un public, ont du mal à s'exprimer parce qu'ils manquent de confiance en soi, pas parce qu'ils manquent d'estime en soi. Vraiment, quand il y a un public, ils se disent est-ce que si je dis cette chose, qu'est-ce que les gens vont, est-ce que ce sera bien aux yeux des gens ou pas? Donc vous vous remettez en question. Vous n'avez pas assez confiance en vous, vous n'êtes pas assez sûr de vous pour dire ce que vous avez à dire, pour poser les mots que vous êtes censé poser, par peur du jugement. C'est pour ça qu'il est important de vraiment développer et de travailler sur ces 3 paliers. Alors, dans ton rôle de psychologue, quelles sont les tranches d'âge des personnes que tu reçois souvent? Est-ce que tu as des patients beaucoup plus jeunes, également dans l'adolescence, des adultes, mais également des personnes âgées? Je voulais comprendre un peu pour savoir effectivement si au niveau du Congo-Brazzaville, il y a ce besoin-là et si les gens sont ouverts à venir vers un psychologue et finalement se livrer et se faire véritablement accompagner pour solutionner leurs problèmes. J'ai des jeunes, des adolescents, des adultes et même des vieux. Suite à mon expérience, j'ai découvert que beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui parce que il m'est arrivé d'être en face d'un jeune adolescent et de comprendre tout de suite pourquoi cet enfant a un problème à l'école, pourquoi est-ce qu'il ne rapporte pas de bonnes notes. Malheureusement, les parents jugent très rapidement avant de comprendre. Ils cherchent pas à comprendre le besoin de l'adolescent. Qu'est-ce qui bloque avec cet enfant? Pourquoi l'enfant il est turbulent? Pourquoi l'enfant il est timide quand il est à l'école et même quand il est à la maison? Généralement, on comprend pas. Et c'est vraiment une minorité, ce genre de passion. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans notre pays, la santé mentale est quelque chose de très négligé. Pour certains, c'est un sujet tabou. Ils ont peur d'en parler parce qu'ils se disent, si je parle de ce que je ressens, est-ce qu'on va pas me juger?
Je vous prends un exemple d'une jeune fille qui est traumatisée parce qu'elle a subi des violences sexuelles, mais elle est dans l'incapacité de s'exprimer. Elle est en train de vivre avec. Quel âge a-t-elle? Une adolescente de 14 ans. Ça, c'est l'âge actuel. Mais c'est une fille qui subit ce genre d'atrocité depuis ses 9 ans. Elle vit avec ses parents? Elle vit avec ses parents. Elle en a parlé à ses parents? C'est justement cette peur de parler. Et ce sont même pas ses parents qui l'ont ramené en consultation parce qu'ils ont remarqué que l'enfant, ça ne va pas. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a remarqué que cet enfant, il y a un truc qui va pas. La personne, elle a remarqué que l'enfant était toujours coincé, bloqué. Juste le fait parfois d'essayer de lui tendre la main, de lui toucher, elle a eu une réaction. C'est comme si elle revivait son trauma. Voilà, c'est comme si elle revivait son trauma. Et donc c'est cette personne-là qui a emmené l'enfant en consultation. Et c'est après évaluation, discussion et échange que l'enfant vient s'ouvrir et qui dit que voilà, ça dure pas d'hier, ça ne date pas d'hier, mais depuis tel âge. Et c'est comme ça que je vis. Parce que j'ai peur d'en parler à mes parents. Premièrement, parce que je sais qu'ils ne vont pas me croire, vu mon âge. Et puis, si je dis qui me fait ça, ils vont pas aussi me croire. Au contraire, on va me cervonner, ça va retomber sur moi. Et donc, pour éviter les blâmes, parfois, peut-être d'être punie, je suis obligée de garder mon silence. Mais je n'arrive pas parce que je suis arrivée à un point où j'ai eu des envies suicidaires. Parce qu'à chaque fois que mon regard croise celle de cette personne et que je sais que je ne peux rien dire du tout, je la vois vivre sa vie tranquillement, rigoler, ça me donne envie parfois de me suicider. Il y a beaucoup d'enfants qui subissent ce genre de choses, mais qui sont dans l'incapacité de parler. Parce que non seulement ils sont traumatisés, mais aussi parce qu'ils ont peur du jugement et de la réaction de leurs proches. Mais en faisant ça, ils se rendent pas vraiment compte qu'ils sont en train de se détruire mentalement. J'ai envie de poser cette question de savoir, oui. À cet âge-là, 14 ans, elle subit ce genre d'atrocité depuis l'âge de 9 ans. De 9 ans. Elle a 14 ans. Maintenant, quand vous la emmenez pour se faire accompagner, vis-à-vis d'une telle situation, quelle est votre prise en charge et quelle est votre intervention auprès des parents de la petite? Alors déjà, dans un premier temps, c'est d'abord d'aider la concernée qui est l'enfant, parce que le niveau de traumatisme qu'elle a... est assez profond, j'imagine. Est assez profond. Déjà, quand un enfant de son âge commence à avoir des envies suicidaires, c'est un autre stade d'instabilité mentale qui développe. Et ça, si ça ne se rattrape pas très rapidement, ça part au-delà de la psychologie, ça devient de la psychiatrie, parce qu'après il faudrait faire référence aux spécialistes de la psychiatrie, parce que on considère en psychologie que quand une personne commence à avoir des envies suicidaires, le suivi ne revient plus au psychologue, parce qu'il a vraiment atteint un autre stade de cette pathologie. En fait, ouais. Effectivement. Ce qui est bien, c'est que elle a reconnu. Généralement, les gens, quand ils atteignent ce stade-là, ils ne reconnaissent même pas. Ils veulent rien savoir. Ils acceptent pas qu'ils ont mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire du mal. Or, dans son cas, elle a reconnu. Et c'est ce qui fait que ça donne une lueur d'espoir de penser qu'on peut rattraper ça. Et donc, la première chose à faire, c'est d'abord de stabiliser le mental de cet enfant, lui faire comprendre avec les mots qu'il faut, avec des exercices qui sont adaptés à sa situation, que ce qui lui est arrivé, ce n'est pas une fin en soi, c'est une épreuve de la vie, bien qu'elle soit énorme pour son âge, mais aussi que ça n'a pas été de sa faute. Seulement, si elle veut devenir quelqu'un de demain, si elle veut évoluer, avancer, elle doit accepter le problème qu'elle a rencontré et accepter de guérir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vouloir guérir, mais s'il n'accepte pas d'abord la douleur qu'il ressent, il peut pas guérir. Et est-ce que vous pensez que, étant dans le même environnement que son agresseur, s'il faut l'appeler comme ça, elle arriverait à guérir facilement? Parce qu'elle voit la personne tout le temps, elle vit avec la personne. Elle n'arrive pas à extérioriser ce qu'elle vit parce qu'elle a peur justement, comme tu le dis, du jugement et du fait qu'on ne la croit pas auprès de ses parents. C'est sûr que cette personne est très proche. Mais est-ce que là, la guérison peut être totale
dans ce genre d'environnement-là ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non, il y a autre chose à faire. Le mieux, ce serait de déplacer l'enfant, de le mettre dans un environnement plus sain. Parce que l'environnement dans lequel elle se trouve en ce moment, c'est un environnement malsain. Oui. Puisqu'elle est tout le temps en présence de son agresseur, on va dire. Et comme par peur, elle ne peut pas exprimer, le traumatisme va demeurer. Et ça, c'est le deuxième palier de solution qu'on peut apporter dans son cas, vis-à-vis des parents, comme vous avez dit tout à l'heure. Et j'ai envisagé une rencontre avec les parents parce que il faudrait les aviser, faire comprendre pourquoi l'enfant n'a pas parlé aussitôt, qu'est-ce qui lui a poussé à garder aussi longtemps, quelles sont les motivations et quelles sont les peurs qui ont déclenché justement ça. Plus facilement avec quelqu'un qui s'y connaît, le message il passe tranquillement, c'est plus fluide et à ce moment-là, ils sont plus ouverts à comprendre l'enfant. C'est comme je disais en amont, la psychologie, la santé mentale dans notre pays, c'est vraiment un sujet tabou. Les parents aujourd'hui, ils sont très négligents, ils sont pas très regardants malheureusement. Imaginez-vous, moi j'ai 2 enfants. De quel âge? De 5 ans et de 1 an, une fille et un garçon. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de remarquer 2 jours ma fille avec un changement de comportement et rester tranquille. Tout de suite, je dois me poser la question, je dois me rapprocher de l'enfant pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est à l'école, à la maison? Est-ce que c'est avec un proche, etc. Je pose toutes les questions nécessaires qui vont mettre déjà l'enfant en confiance, qui vont lui permettre d'avoir une ouverture, de se confier tranquillement. Malheureusement, les parents aujourd'hui, quand ils remarquent que votre fille se cache dans la chambre avec des habitudes qu'elle n'avait pas avant, quand elle quitte l'école, elle va droit dans sa chambre du matin jusqu'au soir, vous la revoyez que le lendemain matin, c'est une réaction normale. Ouais, des fois, on a l'impression que oui, elle rentre dans une phase d'adolescence, elle subit des changements dans son corps, ce qui fait qu'elle se met un peu en restriction, voilà, en retrait. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme brèche à ces parents-là? Parce que tu sais, on apprend à être parent. Oui. On ne naît pas parent. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, avec ta casquette de psychologue, et c'est très bien d'ailleurs ce que tu es en train de dire, parce que ça nous fait tilt dans la tête à nous les parents et de se dire qu'il y a des signaux qu'on doit détecter auprès de nos enfants, qu'on ne se dise pas que c'est courant ou encore aujourd'hui on n'est pas réveillé du bon pied. Il y a des signaux, c'est des indices que tu nous donnes. Alors, en tant que psychologue, quel est le conseil que tu pourrais donner aux parents pour qu'ils arrivent à détecter ce genre de changement? Quelle est la démarche que ces parents-là doivent mener pour arriver à tirer les vers du nez auprès de leur enfant, pour qu'ils aient l'information requise qui permettra finalement de comprendre qu'il y a une situation telle ou une autre situation que l'on pourrait régler par tel ou tel autre moyen? Alors moi, ce que je dirais aux parents aujourd'hui, c'est soyez les amis de vos enfants. Ne soyez pas des parents trop dictateurs, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue très vite avec l'Internet, l'environnement, les fréquentations. Tout à fait. Nos enfants sont très vulnérables à l'extérieur comme à l'intérieur de nos maisons. Parvenir à communiquer plus facilement avec les enfants, c'est de créer déjà des liens d'amitié. Prenez le temps d'observer, d'être très regardant avec vos enfants, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Quand j'observe mes enfants, je leur donne l'impression que je les regarde pas, mais je regarde. Ce qui fait que même le plus petit, quand il est en train de partir dans une direction, je sais qu'il y a un coin de table où il peut se faire mal. Souvent, son père, il dit, comment tu as su qu'il risquait de se cogner? Il dit, c'est parce que je t'ai donné l'impression que je regardais pas, mais je regarde. Si vous avez généralement un enfant qui est habituellement très bruyant, réactif, et que vous remarquez au bout de 24 heures, 48 heures que cet enfant-là change automatiquement d'attitude, posez la question. Rapprochez-vous de l'enfant. Demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas. Je te regarde souvent, j'observe, mais j'ai remarqué que ces 2 derniers jours, tu es plus réservé que d'habitude. Ouais. Est-ce qu'il y a un souci? Tu sais que tu peux me faire confiance, je te jugerai pas. Parce que l'une des choses qui fait que les enfants ont du mal à se confier à nous, effectivement, c'est parce qu'ils ont peur, voilà, du jugement. Ouais. Ils vont se dire, si j'explique la bêtise que j'ai fait à papa ou à maman, la première des choses qu'il fera, c'est soit me blâmer et puis me juger. Or, ce n'est pas ce que l'enfant a besoin à ce moment. L'enfant a besoin de se sentir dans un environnement où on va le comprendre et puis apporter une solution aux besoins qu'il vous a posés. C'est vrai qu'il y a une façon de réprimander
aussi les enfants. L'erreur que nous faisons souvent les parents, c'est que tout de suite quand il y a un problème ou quand un enfant fait une bêtise, on est limite agressif parce on passe par la punition, c'est des petites fessées, c'est des punitions très radicales. Sans compter que finalement, ça devient une affaire d'État. C'est toute la famille qui est au courant. Voilà. Et encore l'étiquette à l'enfant. Ce qui fait que la prochaine fois, elle n'aura pas la facilité de s'exprimer, de se confier. Effectivement. Et c'est ça, en fait. Les parents, ils sont très radicaux. Certains parents, ils disent, t'as 1 mois, pas de sortie, etc., sans vraiment comprendre, se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine? Pour être capable de bien élever votre enfant, il faudrait comprendre votre enfant. De la même manière que vous vous comprenez, vous vous posez des questions sur vous-même, posez-vous la question de savoir, quand j'observe mon enfant, quand je le regarde dans ses actions, dans son langage, etc., comment je le définis? Alors, si vous définissez votre enfant comme un électron libre, il faut savoir que les enfants qui sont des électrons libres, ce sont des enfants qui font des choses à leur manière. Ils ont du mal à suivre les directives. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font pas bien les choses. Contrairement à un enfant qui n'est pas un électron libre, donc c'est un enfant qui, si on lui dit pas de faire quelque chose, il aura du mal à dire, tiens, il fallait que je fasse ça. Il prendra pas des initiatives. Il prendra pas des initiatives. Donc, il attend qu'on lui donne une direction à suivre. Or, l'électron libre, lui, il sait que ce qui est bien pour moi, c'est ça. Et mes parents, ils attendent ça de moi. Donc, je vais pas attendre qu'on me demande d'aller faire mes devoirs. Lui, il est structuré. Malheureusement, on prend pas le temps de faire cette différence. On se dit que tous les enfants, ils sont pareils et on mélange tout. Mais voilà, tu vois pas ton frère et c'est souvent des jugements. Des comparaisons. Tu fais pas comme ton frère. Mais ils ne sont pas pareils. Le fait de dire ça à un enfant, ça frustre et ça le blesse. Frustre, ça le blesse. Ouais. Vous allez développer un stress infernal à l'enfant. Et un complexe aussi d'infériorité. Un complexe d'infériorité parce qu'il va se dire tout ce qu'il peut faire, ce sera jamais assez. Parce qu'il y a trop d'attentes auprès de ses parents. Donc, devenez vraiment des amis de vos enfants et surtout, ce n'est pas la peine d'utiliser un ton très agressif. Parlez à votre enfant comme si vous voulez parler à un ami. Vous allez voir que l'enfant aura la facilité de s'offrir à vous, de vous confier même un secret lourd qu'il n'arrivait pas à exprimer. Oui, on remarque bien, ce que tu dis, c'est très pertinent parce qu'il y a des personnes aujourd'hui à l'âge adulte qui continuent à avoir ce genre d'attitude. Tu as parlé d'électrons libres, tu as parlé de comportement biphasé. Et il y a des personnes qui grandissent avec et qui finalement, justement, attendent qu'on leur dise de faire tout. Ils prennent pas d'initiative. Voilà. Et il y a d'autres qui en font tellement au point de ne pas observer, de ne pas développer une écoute active et qui se disent, on a toujours validé ça. Voilà. J'ai toujours fait ainsi, donc du coup, je change pas. On a parlé véritablement des enfants, mais pour les grandes personnes qui justement n'ont pas pu bénéficier de cet accompagnement-là, parce que étant en bas âge, je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple parce que il y a des codes qu'on peut pouvoir développer avec eux et ils grandissent avec au fur et à mesure. Mais on est grand. On a déjà développé certains paradigmes. Ce qui fait que le changement devient un peu plus compliqué. Avec ces grandes personnes-là, comment est-ce que tu arrives à les aider pour trouver le juste milieu ou l'équilibre? Les aider à trouver le juste milieu, c'est déjà les emmener à dissocier leur passé, leur présent pour avoir une meilleure projection de leur futur. Parfois, dans leur enfance, ils n'ont pas eu le temps d'acquérir les instructions qu'il faut. Ils ont traîné des blessures, des traumatismes. C'était des enfants qui se sont retrouvés dans des foyers où il y avait un environnement très malsain, des jugements. Ça a développé des complexes d'infériorité. Et parfois, ils vivent le même problème dans le monde professionnel ou parfois même dans le foyer. Vous allez vous retrouver avec un mari qui est un narcissique pathologique. C'est-à-dire que les réactions qu'il a, l'excessivité de sa jalousie, du contrôle qu'il va vouloir avoir sur vous, l'emprise qu'il va vouloir avoir sur vous, le fait de toujours vouloir vous faire porter le chapeau, de ne pas reconnaître qu'il est en tort. Limite un manipulateur. Il est vraiment un manipulateur. Tout ça, ce sont des conséquences de ce qu'il a eu à traîner depuis son bas âge. Et aujourd'hui, on rencontre ça dans beaucoup de foyers. Vous allez voir, vous êtes marié. Au début, c'est quelqu'un qui vous montre vraiment que c'est l'homme le plus doux de la terre. Et puis, ce genre d'homme n'aime pas se sentir en compétition
avec les femmes, surtout quand la femme a des capacités. Voilà, il va faire en sorte de vous décourager sur tout ce que vous allez apporter comme idée. Il va toujours vous faire croire que c'est pas la bonne façon de faire les choses. Une femme, elle doit être soumise. Une femme, quand un homme il parle, une femme n'a pas son mot à dire. Non, là il faut faire la différence. Sur ce contexte-là, par contre, j'aimerais souligner que la voix de la femme compte, parce que la femme a sa place dans la conversation. Il ne faudrait pas confondre une instruction et une discussion. Parce que si tu veux que je reste calme pendant que tu parles, pendant que tu m'insultes, pendant que tu me traites de tous les noms, pendant que tu me rabaisses, tu m'humilies, en public comme en privé, mais là, je suis désolée, c'est que je suis une femme qui ne connaît pas ses valeurs. Non seulement qui connaît pas ses valeurs, mais qui confond soumission, respect, couple. Voilà, qui confond tout ça, en fait. Voilà. Ce que je ferais, c'est que je te laisserai le temps de parler. Avant même de commencer cette conversation, j'aimerais m'assurer que nous allons avoir une discussion et non une dispute déjà, ou que tu vas monopoliser la parole. Mais est-ce que ça, Lady Dora, ça va pas déjà de la genèse du couple? Parce que de nos jours, certaines personnes pensent que le mariage, c'est une réussite en soi. Et donc, pour pouvoir rentrer dans le domaine du mariage, ou bien encore dans la vie, étant officiellement marié, on va jouer un rôle. On va tout accepter, au point de se dire, c'est un sacrifice, ça changera demain. Et demain, ça s'empire. Mais quand ça s'empire, j'ai déjà une alliance avec la personne. Je suis aujourd'hui appelée femme mariée, je suis aujourd'hui appelée homme marié. J'ai changé de statut et les choses sont pires dans le couple. Mais je subis, je continue à accepter. Et je me dis, avec la prière, ça va changer. Mais finalement, ça ne change pas. Alors, à quel moment de la relation faudrait mettre ces protocoles en place? Est-ce au début ou encore attendre qu'on soit marié pour finalement se dire, j'ai supporté ça lorsqu'on était pendant les fiançailles, mais aujourd'hui, on est marié, je vais mettre un droit de veto, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Et est-ce que ça marche comme ça? Je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Lady Dora, elle a double casquette, mais je tiens, tu as dû le remarquer, je marque un accent sur la psychologie parce que on a su le dire tout à l'heure, plusieurs pensent que c'est réservé aux Occidentaux. Aujourd'hui, nous savons que nous en avons besoin. Nous sommes tous faits de chair, d'os, de sang et tout. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Et ces questions sont importantes pour permettre à notre communauté de bien mettre un accent et un point sur tout ce dont on parle ici parce que finalement, à la fin de la journée, c'est chacun qui est confronté à son problème. Effectivement. Et ici, nous parlons de solutions. Donc, je vais vraiment beaucoup plus m'atteler sur cette partie-là. Et peut-être vers la fin, on parlera de ta double casquette. J'espère que ça te va. Oui, bien sûr. Okay. Je t'en prie, vas-y. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je vais te retourner une autre question comme réponse. Ma question est la suivante. Entre ta stabilité mentale, émotionnelle, physique et un amour éphémère, qu'est-ce que tu choisirais? Un amour éphémère. Pourquoi un amour éphémère? Parce que pour moi, si de l'autre côté, tout ce que tu as cité, santé mentale, émotionnelle, et tu as parlé de physique, si ça, je trouve pas l'équilibre dans une relation, je préfère vivre mon temps et penser que demain, je vivrai mieux. Et qu'est-ce qui me dit que ça sera éphémère? Quelque chose qui est éphémère aujourd'hui peut devenir quelque chose de solide et de durable demain, dépendamment de quel équilibre on trouve. Donc, je choisirai clairement ce qui est éphémère, travailler à ce que ça ne soit pas éphémère, que ça soit durable tant que je trouve mon compte et que c'est vice-versa pour avancer, mais je resterai pas dans une relation toxique. Il y a une citation qui dit « Autrui est impénétrable ». Ce qui revient à dire que l'être humain est très changeant, il n'est pas constant. Aujourd'hui, vous pouvez être la femme la plus amoureuse de votre mari et demain, pour des raisons que vous estimez valables, vous décidez de tuer cet amour. Prenons le cas, vous vous retrouvez dans un foyer où vous vous sentez en insécurité, etc. Est-ce que vous allez accepter de rester pour le simple fait que vous avez porté une alliance sur le doigt et que vous avez eu des enfants ensemble au détriment de votre santé mentale, physique et émotionnelle. Vous avez même développé des maladies, parfois cardiovasculaires. Si c'est pas la tension, c'est de l'estomac. Si ce n'est pas le stress chronique, si c'est pas la dépression. Parce qu'aujourd'hui, si vous mourrez,
parce que vous avez dit oui devant monsieur le maire, devant le monde, la famille, les amis. C'est vous qui vivez ça. Ce n'est pas la famille qui vit cette situation, ce n'est pas les amis ni l'extérieur, c'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre foyer. Vous êtes obligé de rester dans cette prison dorée par simple prétexte que vous ne voulez pas décevoir les gens. À ce moment-là, où est passée votre identité? Parce que là, vous faites les choses pas pour vous. Vous faites pour tout le monde, sauf pour vous. Exactement. À quel moment vous allez penser à vous? C'est pour simplement dire que l'amour, ça va, ça vient. Ça peut naître aujourd'hui, ça peut être vraiment fort aujourd'hui. Demain, c'est terminé, Il n'y a plus rien quand c'est pas entretenu, effectivement. Surtout quand c'est pas entretenu et quand les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, avant de penser aux autres, pensez à vous-même d'abord. Parce que, retenez bien une chose, nous venons dans ce monde seuls. Clairement. On n'est pas deux dans le ventre de notre mère. Hormis les jumeaux. Hormis les jumeaux. Et même les jumeaux. Chacun a son identité. Et ils ne viennent pas au monde les deux au même moment. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Tout à fait. Nous sommes les seules personnes à pouvoir nous aimer de la manière la plus convenablement possible avant d'attendre cet amour-là venir des autres. Comment cultiver cet amour? Tout à l'heure, tu as parlé d'estime de soi. Oui. Quand on est avec un pervers narcissique qui nous fait comprendre qu'on ne vaut rien, que nos idées sont relayées au second plan, que nous n'avons pas notre place, que nous n'avons pas de parole, que ce que nous disons ou que nous faisons est voué à l'échec. Comment développer une estime de soi en étant dans ce genre de relation? Pour parvenir à développer cette estime de soi, quand on vit avec une personne narcissique, la première des choses que vous devriez, qui va vous aider, malgré tout ce qu'il va vous dire, tous les coups qu'il va vous envoyer, c'est de savoir premièrement que ce n'est pas lui qui vous a créé en premier lieu. Celui qui vous a créé, qui a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, lui, il sait pourquoi il vous a créé. Pourquoi il vous a mis sur cette terre? Quelle est votre mission ici sur cette terre? Les gens qui se laissent atteindre par des narcissiques, ce sont des personnes qui ne connaissent pas, comme on a dit tout à l'heure, leur identité. Le simple fait de donner la vie à un être humain, ce processus-là que nous subissons de l'embryon jusqu'à la maturité de la grossesse, rien que ça me rassure à 100% que je suis une femme extraordinaire. Quand je reconnais déjà que je suis une femme extraordinaire, un pervers narcissique ne peut pas venir m'atteindre avec des mots pour me dire que je suis incapable, je ne sais pas faire la cuisine, par exemple, tu travailles pas, tu es une mère au foyer. Vraiment, si c'est un pervers narcissique, ce dernier va passer son temps à rabaisser cette femme, à lui rappeler tout le temps qu'elle ne vaut rien. Tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien à la table. C'est moi qui fais tout le travail, je paie les factures, etc. Des enfants qui les éduquent. Bonne question. Qui s'en occupe le matin? Quand toi-même, le gros bébé qui tombe malade, est-ce que c'est ta famille qui est là? Vous pensez vraiment que ce n'est pas un travail? Moi, personnellement, je pense que c'est un travail qui devait être rémunéré. Normalement, oui. C'est vrai, je fais rien, je ne sors pas tous les matins, mais quand tu rentres à la maison, la table, elle est faite. C'est un grand travail, hein. Est-ce que le marché... C'est l'hélicoptère qui vient la déposer à la maison. Quand ton linge, il est sale, donc le linge de monsieur, le linge des enfants, et parfois il faut le ménage de la maison, il faut vous rentrer. Et les fiers, hein, ce genre de personnes, ils sont toujours fiers de ramener leurs amis à la maison parce qu'ils savent que c'est toujours nickel. À la différence d'une femme qui est dans l'obligation, parce que c'est son devoir, d'avoir les doubles casquettes, comme vous avez dit tout à l'heure. D'être non seulement une mère, une femme au foyer, donc elle remplit tous ces devoirs-là, et elle a aussi sa vie professionnelle. Mais celles-là, on devrait les appeler des guerrières. Des guerrières, parce que ce n'est pas une mince affaire. Vous avez le stress de la maison, de votre chéri, de vos enfants. Quand vous arrivez au bureau, vous avez le stress de vos collaborateurs. Vous avez le stress des projets. Surtout, le plus difficile, c'est quand vous êtes entrepreneur. Ça, je ne vous le fais pas dire. Quand vous êtes entrepreneur, c'est vraiment le plus difficile à gérer. Mais pour ça, il faut vraiment que vous puissiez être une femme qui a la tête sur les épaules.
Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi rappeler, dire à des femmes ce soir que ça ne les affecte pas si elles ne travaillent pas aujourd'hui. Parce qu'une femme, pour impacter, n'a pas forcément besoin de se réveiller tous les matins, d'aller s'asseoir dans un bureau. Une femme, pour impacter, n'a pas forcément besoin de participer à toutes les grandes conférences, d'être sous les feux des projecteurs, etc., etc. Rien qu'en prenant soin de vos enfants, rien qu'en apportant des solutions, en accompagnant votre mari, vous impactez déjà. Aujourd'hui, les femmes devraient comprendre que chaque femme a son rôle et chaque rôle est tout aussi important. Il n'y a aucun rôle insignifiant. Alors, Lady Dora, tu es auteure d'un livre. Oui. De l'ombre à la lumière. Oui. Alors, de tout ce que tu dis, je pense que on aimerait écouter et approfondir, te poser plusieurs questions. Avant de nous parler de ce livre, je voulais savoir comment est-ce que on peut te contacter pour bénéficier de tes accompagnements en tant que psychologue. Je suis joignable au 05. D'accord. Alors, au lieu de le citer, on va le mettre en description. En description, voilà. N'hésitez pas, on vous mettra les coordonnées de Lady Dora en description parce que je pense que ce qu'elle dit, et je crois que vous le conviendrez avec moi, que c'est assez pertinent et qu'aujourd'hui, on ne peut plus se dire que j'ai développé des paradigmes et c'est fini, j'ai des croyances en moi qui ne peuvent pas changer. On peut changer quand on le désire et quand on le veut. Et aujourd'hui, nous comprenons que la psychologie n'est pas réservée aux Occidentaux. Nous avons tous des problèmes, voilà, et que ces solutions que nous recherchons des fois ailleurs, nous pouvons les avoir ici. Et Lady Dora est là. Vous aurez les coordonnées de Lady Dora en description. Alors, pour revenir sur ton livre, De l'ombre à la lumière. Dans ce livre-là, qu'est-ce que tu as voulu mettre? Est-ce que ça parle de ton histoire? Est-ce que dans ce livre-là, on peut trouver des solutions pour aider ces hommes, ces femmes qui peut-être inconsciemment développent des comportements, on va dire, peut-être toxiques, peut-être négatifs, d'accord, sans pour autant en être conscient? Est-ce que dans ce livre, on peut trouver des approches de solutions? Et est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Bien sûr. Alors, De l'ombre à la lumière, c'est un livre qui parle de beaucoup d'expériences que j'ai vécues, d'une partie de mon histoire, de mes échecs, de mes réussites, de ma résilience, ma foi, mes croyances, et aussi de comment est-ce que j'ai pu surmonter tout ça, les leçons que la vie m'a enseignées suite aux épreuves que j'ai dû traverser. Ce que je dirais, c'est que toutes les épreuves que nous rencontrons dans la vie, il ne faudrait pas le prendre au premier degré. Nous devons considérer ça comme une préparation à de grandes responsabilités. J'ai lu quelque part, la grandeur de l'obstacle que vous rencontrez détermine la grandeur de l'impact que vous avez. Donc, quand vous êtes une grande personne, ne soyez pas surpris de rencontrer de grands problèmes dans la vie. Mais seulement que ça ne vous décourage pas. Parce que la transformation de la vie ne commence pas quand notre vie change. Elle commence plutôt quand nous comprenons qui nous sommes vraiment. Et c'est né comme ça qu'on passe de l'ombre à la lumière. Parce que si vous restez figé dans votre passé, les traumatismes, les blessures, la dépression, la perte d'une personne que vous n'arrivez toujours pas à surmonter, parce que ça peut être un blocage, vous ne donnez pas à votre personne l'opportunité de se découvrir. Et de se déployer. Et de se déployer. Tellement que vous vous rendez pas compte qu'il faudrait lâcher prise à un moment donné, vous vous dites, je suis peut-être pas faite pour ça. Parce que j'ai essayé, là j'ai en train d'avancer, etc. Dans mon jeune âge, j'ai traversé beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous partager l'une des choses qui t'a réellement impacté et qui t'a poussé à écrire ce livre? Oui, c'est quand j'ai perdu tout ce que j'avais. Déjà que j'ai commencé à travailler très tôt. Très tôt, à quel âge? 17 ans. 17 ans, d'accord. Oui. J'ai traversé une période assez difficile quand je suis allée poursuivre mes études en psychologie. Juste à mon retour, c'est là que je tombe enceinte de ma première fille. Et cette grossesse a été vraiment très difficile pour moi. Je l'ai surmontée, pas en me basant sur les épreuves que j'étais en train de vivre à cette époque-là,
Mais ce qui me donnait la force de continuer à tenir bon, c'est le fait déjà que je portais une vie en moi. Donc ça me rappelait tout le temps que Dora, tu n'es pas une femme faible. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité, tu as une vie en toi et tu vas donner cette vie. Donc tu te dois de tenir ferme, tu te dois de continuer à rêver. Tu te dois de continuer à croire en toi. Parce que la vie que tu vas donner, ça va devenir une personne à qui tu vas devoir inculquer des valeurs. Et pour ça, cette personne aura besoin que tu puisses avoir tout ton équilibre intact. Et après ça, c'est comme ça que j'ai surmonté cette épreuve. Juste après qu'elle soit venue au monde, c'est là que je perds tout. En travaillant depuis mon jeune âge, je suis quelqu'un de très économe, hein. C'est-à-dire que quand je parle d'économe, je ne parle pas de garder de l'argent. Moi, j'ai pas d'économie en banque. Quelque chose que les gens, ils vont trouver vraiment très surprenant. Ils vont se dire, et quand tu dis que tu es économe, c'est dans quel c'est-à-dire domaine? que tout ce que je gagne en travaillant, en enlevant juste le 10e, je réinvestis tout. J'investis dans des business. Au départ, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai acheté des terrains que j'ai même commencé à construire. Et en quoi tu dis que tu es économe, c'est une bonne chose pourtant. Mais tu généralement, fais de l'investissement. Je fais de l'investissement, ben oui. Mais les gens, ils vont te dire, mais comment ça se fait que tu n'as toujours pas d'argent sur toi? Ah, dans ce sens-là. Oui. Ok, je comprends. D'accord. Comment ça se fait que tu n'as toujours pas d'argent pour toi? Mais pourtant, tu gagnes de l'argent. On ne comprend pas où va ton argent. Ils se demandent toujours, tu es tout le temps en train de travailler, mais à un moment donné, on se demande, où va cet argent? Qu'est-ce que t'en fais? Je travaille beaucoup, on voit pas le fruit de ce travail. Franchement. Et limite, ils ont même pensé, ils se disent, mais non, on a comme l'impression que finalement, c'est vraiment la famille de ton mari qui profite de tout ça. Les réalités familiales africaines. C'est quand j'ai eu ce problème avec mes parcelles. C'est pour ça que je donnerais le conseil à toutes les personnes qui me suivent ce soir de toujours investir avec des personnes qui maîtrisent le domaine dans lequel vous voulez investir. Parce que si tous les deux, vous vous engagez dans quelque chose juste parce qu'il y a les moyens, parce qu'il y a l'opportunité, et puis on espère que ça va donner, vous allez tout droit aller vers le mur. Et c'est ça ce que j'ai subi. Mais tenez-vous tranquille que la conséquence de ça, c'est que j'ai eu tout le monde... Ado. Toute la famille retournée contre moi. Même mon propre époux retourné contre moi parce qu'on ne comprenait pas. On s'est dit, toutes les parcelles, tout est parti. Déjà, les activités comme ça, donc on était obligés avec la justice, etc. et tout ça. Vraiment, c'est comme Dieu, il est venu. Si j'étais un verre, un vase qu'il fallait briser pour que, comme lui, il est le bon potier, qu'il redonne la bonne forme qu'il voulait. Parce que pour lui, il a estimé que la forme que je me donnais à moi-même, là, c'est pas ce qu'il voulait. Et ma vie ne dépend pas de moi. Elle dépend de ce que Dieu, il veut. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aucun contrôle sur ma vie. Et vraiment, c'est ça qui m'a donné ce déclic. Je suis tombée, moi-même, dans une période de dépression, mais très immense. Et comment tu as pu t'en sortir? Quand je suis coincée sur une affaire, quelque chose, peu importe la situation, j'écris. J'écris vraiment tout ce que je traverse. Mais c'est très bien. Ce sont des bonnes approches que je conseillerais quand même à d'autres personnes. Enfin, aussi, je dirais, à d'autres personnes de suivre. Je suis sûre que vous avez envie qu'on continue parce que c'est tellement pertinent. Mais on est obligé de mettre un terme. Et si vous voulez revoir Lady Dora dans l'émission de podcast, posez vos questions, elle reviendra. J'en suis sûre qu'elle se fera l'honneur et le plaisir parce que de toutes les façons, sa mission, c'est d'accompagner. Effectivement. Et donc, mettez-les dans les commentaires. Lady Dora, nous allons passer à une autre phase de notre podcast. D'accord. La partie des 7 questions d'impact. Je te proposerai déjà cette première question qui est de savoir quel est le plafond de verre que tu as pu briser aujourd'hui. C'est vrai que tu nous as dit beaucoup de choses, mais quel est ce plafond de verre que tu as pu briser aujourd'hui? Ce sont les limites que je m'étais fixées à moi-même. De manière inconsciente, je me les étais imposées parce que je me disais, je veux faire de grandes choses, mais je ne suis pas encore prête. Et j'ai dû à un moment donné dire stop.
ça suffit. J'arrête en quelque sorte de procrastiner. Je me lance. Ok. Et quelle est la croyance limitante que tu as pu abandonner? La croyance limitante que j'ai pu abandonner, c'est là où je pensais que j'avais besoin d'être parfaite, que j'avais besoin d'être suffisante pour commencer quelque chose, surtout dans le monde professionnel. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a enseignée à ce jour? La vie m'a fait réaliser que les épreuves dans la vie, c'est une école. Nous ne devons pas considérer ce que nous traversons, surtout de négatif, comme un frein pour notre vie. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Il faudrait que nous puissions profiter de chaque instant que nous avons. Même dans la douleur, continuer à garder la tête froide et à développer notre foi. Si tu pouvais parler à ton toi de 20 ans, que lui dirais-tu? Je sais que tu es très audacieuse, tu es très ambitieuse. N'aie pas peur de rêver grand. N'aie pas peur, parce qu'il n'y a que des grandes idées qui deviennent des grandes personnalités. Des grandes idées qui deviennent des grandes personnalités. Quel est le livre qui a changé ta vie? Dire le livre qui m'a permis... Je sais qu'il y en a plusieurs, Il y en a plein. mais je voudrais juste un seul parce que ce sont des questions d'impact, donc tu n'en citeras pas beaucoup. Mon coup de Un seul. cœur. Oui, ton coup de cœur. Mon coup de cœur va rester la Bible. Les gens, ils vont me dire, ah oui, le livre, la Bible. Oui. Pourquoi je dis la Bible? Parce que tout ce que j'ai lu dans tous les autres livres, je l'ai retrouvé dans la Bible. Je l'ai retrouvé dans les Écritures. Et c'est là qu'il y a toutes les réponses. Mais je vais quand même te donner un deuxième challenge, un autre livre. Parce que la Bible, certains diront que oui, c'est facile. Elle est trop chrétienne. Voilà. Un autre livre. Un autre livre que moi je choisirais, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi ce livre-là? C'est un livre très merveilleux. Ce livre m'a fait découvrir de fond en comble, pour moi, la gestion financière. Comment il faudrait se lancer quand vous êtes entrepreneur, avec qui, comment il faut travailler avec des collaborateurs. Ce livre-là m'a appris ça. Parce que dans mes débuts, je vous fais pas la liste Des erreurs que j'ai commises. Hein. Ça reste des leçons finalement. Effectivement. Qui façonnent le lendemain après. Effectivement. Alors, quelle est la phrase qui guide tes décisions? Le commencement de la vie dépend de quand nous disons il faut que ça change. D'accord. Alors, avant le prochain épisode de ce podcast, Oui. quel est le défi que tu pourrais lancer à cette communauté qui nous suit? Un seul défi, c'est vraiment de prendre un projet que quelqu'un avait enfoui dans sa petite valisette, mis dans les oubliettes, remettre ce projet sur la table, reconstituer les aspects de ce projet. Sur une durée de 7 jours, commencer à réévaluer ce projet, tout en se disant, je suis capable de le faire parce que je connais ma valeur, je connais de quoi je suis capable. Ok. Alors, Lady Dora, nous avons le mur de l'impact. Le mur de l'impact, c'est ce mur-là dans lequel nous allons garder toutes les phrases que chaque invité qui passera dans ce podcast aura laissées. Pour l'instant, je demanderai à toutes les personnes qui ont suivi ce podcast de nous laisser bien sûr en commentaire ce qui vous a plus plu, quels sont les conseils que vous voulez obtenir, quelles sont les personnes que vous voulez que nous recevons dans ce podcast et quelles est véritablement les situations qui vous bloquent à pouvoir aller de l'avant. Nous allons lire le mot de Lady Dora tout à l'heure et ensuite nous allons la remercier de sa présence dans cette émission avec tout ce qu'elle a pu nous partager. Alors, je vous invite à vous abonner, à véritablement partager ces émissions parce que nous avons à cœur d'aider le maximum de personnes qui le désirent, des personnes qui sont déjà fonctionnelles professionnellement, des personnes qui cherchent un développement personnel également. Nous vous invitons à faire un maximum de partage de ces podcasts, mais surtout à vous abonner et à activer la cloche. Chaque semaine, vous aurez un nouvel épisode avec un nouvel invité.
Surtout, régalez-vous avec les teasers que nous mettons en ligne et faites-en bon usage. Il faut que je Tu signe signes, alors. s'il te plaît, tu mets ton nom D'accord. et la date et je vais lire pour toi. D'accord, ok. Merci. Alors, je lis ce qu'elle a écrit. Alors, Lady Dora nous dit, la transformation de la vie ne commence pas lorsque notre vie change, mais lorsque nous décidons de changer nous-mêmes. C'est là qu'on passe de l'ombre et bien sûr à la lumière. Signé Lady Tati Dora. Dora, merci infiniment pour ton authenticité, pour ta générosité et la profondeur de tes réflexions. Aujourd'hui, tu nous as rappelé une vérité essentielle. Avant de vouloir transformer notre vie, nos relations ou notre carrière, nous devons avoir le courage de nous rencontrer nous-mêmes, car c'est en comprenant notre histoire, nos blessures, nos forces et notre identité que nous devenons capables de bâtir une vie plus alignée, plus sereine et plus impactante. J'aimerais laisser une question à chacune et à chacun d'entre vous qui nous écoutez. Quel est le premier pas que vous pouvez poser aujourd'hui pour devenir la meilleure version de vous-même? Prenez quelques instants pour y réfléchir, car le changement commence souvent par une simple prise de conscience. Et si cet échange vous a inspiré, partagez-le avec une personne qui en a véritablement besoin. Vous ne mesurez peut-être pas l'impact qu'une simple vidéo peut avoir sur une vie. Et si vous découvrez Identité et Impact aujourd'hui, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne, en activant les notifications et en laissant un commentaire. Nous sommes curieux de comprendre et de savoir ce que vous pensez ou ce qui vous a le plus marqué dans cette conversation et quel sujet vous aimeriez avoir ou voir abordé dans les prochains épisodes. Notre ambition est simple, bâtir une communauté de femmes et d'hommes qui choisissent chaque jour de grandir, d'apprendre, de se relever et de devenir une source d'impact positive autour d'eux. Je suis Lady Mélisandre et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'Identité et Impact, le podcast qui révèle les parcours, les convictions et les histoires de celles et ceux qui ont choisi de transformer leur vie. Pour mieux transformer, bien sûr, celle des autres. À très bientôt et ensemble, nous allons poser sur le mur d'impact ce que Lady Dora a bien voulu nous partager. Très bien, alors, on vous dit à très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre identité car c'est elle qui façonne votre impact. Lady Dora, un dernier mot avant la clôture? Prenez soin de vous, de votre santé mentale, physique et aussi émotionnelle. C'est très important. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.